Eh ben, bonjour à tous, en tout cas à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Je vous propose qu'on commence ce webinaire Les tableaux de bord sont morts et je vous propose de démarrer par un petit tour de table des intervenants et je vais laisser la parole du coup à mes collègues Étienne et Maxime qui vont se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Étienne Ciseaux, je suis consultant BI sur la partie data engineering chez Activision depuis bientôt 2 ans. Et voilà, moi je vais m'occuper de la partie présentation de concret du cas d'usage aujourd'hui, en compagnie de Maxime, du coup. Merci Etienne. Oui, Maxime au courant. Donc moi je suis responsable des opérations France ici chez Hotspot en partenariat avec Activision. Moi, si Etienne va couvrir la partie technique, moi je vais couvrir la partie un peu plus, disons, théorique avant de repasser la main à Etienne pour la démo juste après. Merci. Et puis du coup, je me présente également. Donc, Julie Achat, moi je suis sales consultante pour Activision et je serai en charge d'animer ce webinaire que je répète, les tableaux de bord sont morts, donc avec un focus sur la technologie SouthSpot. Et pour démarrer, je vous propose une rapide présentation d'Activision pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et peut-être un rappel pour ceux qui nous connaissent. Donc, Activision, on s'inscrit comme votre agence data. Donc, on vous propose et on vous accompagne dans tous vos projets de data et on vous accompagne sur toute la chaîne de valeur de la data. Aujourd'hui, Activision Group se décompose en deux entités distinctes et spécialisées. Vous avez Activision qui va être l'agence spécialisée dans l'accompagnement, le conseil et la réalisation des projets data. Et vous avez Actinway qui est l'académie de la data et qui est spécialisée sur toute la partie formation et montée en compétences de vos collaborateurs sur les outils leaders du marché. Nous sommes aujourd'hui présents dans 3 villes en France. Donc, nous avons 3 bureaux. L'histoire a commencé donc en 2014 à Strasbourg. Elle a très vite évolué à Paris puisqu'on a ouvert un bureau en 2016. Et en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir développer le bureau lyonnais. Comme je l'ai évoqué, Activision, on a vocation à vous accompagner dans tous vos projets data, et cela vraiment sur toute la chaîne de valeur de la data, avec pour leitmotiv de vous aider à bâtir des systèmes d'analyse qui se veulent utiles, utilisables et utilisés, dans le but de valoriser vos données et surtout de pouvoir finalement prendre toutes vos décisions de business sur la base de vos data. Pour ça, on vous accompagne, je l'ai évoqué sur toute la chaîne de valeur, de l'intégration de la donnée au stockage jusqu'à la préparation et la visualisation. Et au-delà de ça, notre accompagnement se veut à 360 degrés. C'est la raison pour laquelle on a ajouté une partie très humaine, notamment fort de nos expériences passées auprès de nos clients, puisque pour qu'un projet data soit une réussite, il faut impliquer très rapidement l'humain et renforcer l'engagement. C'est la raison pour laquelle on a développé une offre communauté et de formation, comme je l'ai évoqué avec notre entité de formation Actinway. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partenaires technologiques avec lesquels nous travaillons et nous sommes revendeurs. Vous retrouvez donc la technologie Tableau Software avec laquelle on est partenaire Gold, l'environnement Microsoft, Power BI. Vous avez les technologies Alteryx et tout l'environnement cloud avec Snowflake, Matillion pour l'intégration de la donnée, et je l'ai évoqué du coup l'environnement Microsoft, et on est également partenaire du coup de la solution Talend. Parmi nos consultants, il y a d'autres expériences avec lesquelles on n'est pas forcément partenaire, mais sur lesquelles on peut également vous accompagner. J'espère avoir été concise, mais claire, et du coup ça me permet de donner très rapidement la parole à Maxime pour qu'il vous présente la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, SouthSpot. Merci Julia. Alors moi, je vais passer 10-15 minutes à vous expliquer un peu la philosophie de Hotspot, d'où l'on vient. Je sais qu'aujourd'hui, Hotspot n'est pas forcément une solution que l'on reconnaît ou que l'on connaît sur le marché, enfin sur le continent européen. Donc, c'est de vous apporter un peu de contexte par rapport à notre histoire. Et en parlant d'histoire, je vais commencer par un petit cours d'histoire de la BI. Où nous, de notre point de vue, on va retrouver 3 époques vraiment où on va découper l'histoire de la BI. Donc sur la gauche, on aura la BI traditionnelle, la BI actuelle d'aujourd'hui, et sur la droite, la BI moderne. La façon dont nous on aime interpréter la BI et le cercle ici va représenter la population de métiers qui veulent avoir accès à la data, et en pointillé, on va retrouver les personnes qui pouvaient avoir accès à la data. Alors, c'est vulgarisé, mais vous allez comprendre le concept et peut-être même vous y retrouver, je l'espère. Typiquement, si on réfléchit à la BI traditionnelle,
donc des éditeurs type Cognos, SAP, etc. tout au début. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un métier qui avait un cahier des charges, qui allait voir quelqu'un, typiquement un développeur, qui était rattaché à l'IT, afin d'avoir la réponse. Et là, dépendant des questions, on est quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Le développeur allait taper les requêtes SQL donc, dans les bases de données on-prem, en ressortir un rapport qui était plus que statique. Et là, plusieurs problèmes. Soit la réponse arrivait en retard, soit le métier avait la réponse et avait la prochaine question. Et on était reparti pour un tour. Donc ça, traditionnellement, c'est ce qu'on pouvait observer. Puis, les éditeurs type Tableau, Power BI, Qlik, etc. ont rendu, si j'ose dire, la BI un peu plus sexy. Donc, le cercle en pointillé ici s'est agrandi. Plus de personnes pouvaient avoir accès à la data. Mais maintenant, il ne fallait plus être un développeur, il fallait être un data analyst. Donc, ce que se disait le marché, se disait que chaque personne allait devenir un data analyst. Donc, chaque personne allait comprendre ce qu'est une mesure, ce qu'est une dimension, etc. Chose qu'en réalité n'est pas forcément vrai. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé le goulot d'étranglement, on a déplacé la responsabilité de la personne rattachée à l'IT, à la DSI, à la personne rattachée à la data. Ce que SoftPod essaie de faire, c'est d'agrandir ce cercle en pointillé ici le plus possible afin de donner l'accès à la data au plus de métiers possible. Donc ça va engendrer deux choses. Numéro un, on va faire en sorte que le métier ait réponse à la question de manière beaucoup plus rapide. J'ai une question, je veux ma réponse. Et de l'autre côté, l'équipe data, elle, va pouvoir s'affairer à des tâches qui auront beaucoup plus de valeur ajoutée pour la société, type préparer des couches sémantiques, type préparer la donnée, etc., plutôt que de passer beaucoup de temps à répondre à des requêtes ad hoc de la part des métiers. Ça, c'est un peu la philosophie et le positionnement de notre solution. J'arrive à changer de slide. Merci. Alors, je disais que ThoughtSpot n'est peut-être pas forcément reconnu aujourd'hui, notamment en France. Ceci dit, on a un peu plus de 11 ans d'existence et on peut diviser notre existence en 6 piliers. Les 3 premiers sur la gauche, donc depuis 2013-2014, ThoughtSpot, à la base, c'était une solution on-prem. Et les fondateurs ne venaient pas du tout du monde de la data. Ils sont partis du principe que si on arrive à indexer Internet, parce que les fondateurs venaient de solutions, enfin de sociétés type Google, type Bing, type Pinterest, donc un peu ce monde des réseaux sociaux ici, où on se disait, il est assez facile d'avoir accès à l'information. Il est très facile pour moi d'aller sur un Spotify, sur un Amazon, de taper des mots-clés et d'avoir ma réponse ou d'avoir l'objet que je recherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un engin d'indexation pour les données d'entreprise? Parce que si au final, on arrive à indexer l'Internet, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque, est-ce qu'on n'arrive pas à indexer les données d'entreprise de manière efficiente? Donc, c'est avec ce concept-là qu'ils ont décidé d'investir dans ce moteur de recherche, dans la façon dont on va indexer la donnée. Et pendant les 6-7 premières années d'existence, tout le R&D, tout le focus a été vraiment sur cette partie-là. Et c'est là aussi, on a aujourd'hui une vingtaine de brevets. Puis, grâce ou à cause de l'émergence d'éditeurs type Snowflake, Azure, Redshift, etc., on a observé ce qui sont sur le marché. C'était un changement dans la façon dont les entreprises géraient leurs data, qui à la base était on-prem et qui commençait petit à petit à les migrer vers le cloud. Donc, qui dit migration vers le cloud, dit entrepôt de données plus performant, dit scalabilité, performance, etc. Donc, pour tirer profit de tout ça, ThoughtSpot a décidé de faire un virage à 180 degrés et de passer d'une solution on-prem à une solution full cloud. Donc, aujourd'hui, ThoughtSpot est disponible sur les clouds AWS et GCP. Et l'idée derrière est de se dire que nous, ThoughtSpot, en tant qu'éditeur, on ne va pas importer de données. Nous ne sommes pas un data processor, mais on va se connecter à la base de données sous-jacente. Encore une fois, ça peut être un Snowflake, ça peut être des bases SQL sur AWS, etc. Et de notre point de vue, le
plus de données il y a, le mieux c'est. Donc, on n'est pas là pour vraiment vous forcer pour par rapport à des soucis de performance à faire des agrégats de données, etc. Si vous avez, je vais donner des chiffres au hasard, 1 milliard de lignes qui sont disponibles au sein de votre base de données, bah nous, on veut faire en sorte que vous puissiez avoir accès et que vous puissiez faire des recherches sur 1 milliard de lignes et pas peut-être les couper de 50% pour des soucis de performance, etc. Donc, c'est un peu avec cette idée-là que la transition s'est opérée. Puis, toutes les connaissances acquises durant ces 8-9 premières années sur la partie de BI interne ont été transférées pour l'analytique embarquée. Donc aujourd'hui, ThoughtSpot est aussi disponible sur une partie embarquée. Donc si vous avez des applications, portail web, du B2B, B2C, etc., on va pouvoir, si vous voulez, embed ThoughtSpot au sein de ces solutions. Et aujourd'hui, dernièrement, avec l'émergence, encore une fois, des modèles LLM, des OpenAI, des GPT, etc., nous avons une intégration qu'on pourra vous montrer, on pourra en discuter un peu plus en détail, avec GPT pour vraiment faciliter encore plus l'accès à la donnée et le faire à travers du vrai langage naturel. Et aujourd'hui, nous avons environ 150 à 200 clients en production qui font usage de cette intégration avec OpenAI. Maintenant, pourquoi est-ce que les entreprises, les sociétés viennent nous voir? Quels défis est-ce qu'ils essaient de relever? Je jure qu'il y en a deux raisons principales. Première raison, c'est que toutes sans exception, sauf si c'est une startup qui monte une stack qui monte une stack, mais toutes les sociétés avaient soit un Power BI, soit un Tableau, soit un Qlik. Il y avait toujours un éditeur de BI déjà en place. Et la deuxième raison peut être divisée en quatre défis, 4 challenges. La première, ici, les métiers avaient du mal à répondre à la question suivante. Donc oui, on avait un parc de dashboards qui était créé. Oui, on avait potentiellement des drill paths qui étaient créés ou pré-créés. Mais le métier arrivait à répondre à la première, à la deuxième, à la troisième question. Et on allait bloquer au bout de la quatrième. Donc on allait voir soit le développeur, comme je disais tout à l'heure, ou soit la personne rattachée à l'équipe data pour créer cette nouvelle visualisation. Et ça a créé des goulots d'entreblement au sein des sociétés, au sein des équipes data. Et on perd beaucoup d'agilité et on perd beaucoup de temps de réponse d'un point de vue métier et aussi au niveau des prises de décisions. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, ils sont reliés, c'est la lenteur d'accès aux détails granulaires. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de notre point de vue, le plus de données il y a, le mieux c'est. Et surtout, on n'est pas là pour forcer les gens à faire des agrégats de données. Donc là, typiquement, un exemple, on avait un retailer aux États-Unis qui prenait leurs décisions au niveau du produit. Donc, ils savaient qu'il y avait un souci au niveau des ventes de bouteilles en plastique au sein de New York. Mais ce qu'ils cherchaient vraiment à savoir, c'était que la marque Dasani était en forte croissance et il y avait beaucoup de demandes sur Manhattan et que la marque Smartwater était en chute libre, les ventes étaient en chute libre dans le Bronx. Donc, si au début, ils prenaient leurs décisions à ce niveau-là, eux, ils voulaient aller un niveau en dessous, voire 2 niveaux en dessous pour comprendre exactement ce qui se passait avec leurs produits et essayer d'ajuster le stock par rapport à ça. Forcément, avec tout ce que je viens d'évoquer, on aura une augmentation des coûts des ressources techniques. Donc, plus on aura de croissance, le plus de personnes il faudra au sein de l'équipe data, ou le plus de temps va être perdu au sein de l'équipe data pour répondre à toutes ces requêtes ad hoc. Et enfin, l'adoption des solutions qui ont été mises en place ne sera pas forcément là où les sociétés le souhaitent, tout simplement parce que, encore une fois, elles sont peut-être pas faciles d'utilisation pour un métier qui n'a pas vocation à savoir manipuler, à savoir jouer avec la data. Là, typiquement, un exemple que je veux citer, ça peut être l'éditeur de téléphonie Verizon aux États-Unis, qui, sur l'espace de 10 ans, avait 3000 utilisateurs sur Qlik, 3000 utilisateurs sur Tableau et 3000 utilisateurs sur Power BI. Donc, ils avaient, pour le coup, toutes les solutions possibles et imaginables. Et en 2 ans, ils ont réussi à basculer 10 000 utilisateurs sur ThoughtSpot grâce à la facilité de prise en main. Ça, j'ai passé, ça, Étienne pourra vous en dire un peu plus. Mais encore une fois, de notre point de vue, je sais que c'est vraiment le thème du jour. Mais
de mon point de vue, on va dire que la BI actuelle reste très statique. Nous, on veut rendre la BI intuitive, on veut la rendre dynamique et on veut le faire d'une façon facile pour l'utilisateur. Donc, vous allez pouvoir retrouver plusieurs aspects des réseaux sociaux, des points techniques qui seront familiers aux utilisateurs de par leur quotidien. En termes de stack data, ce qu'on va retrouver chez nos clients, et on n'est pas là pour refermer ou enfermer un client avec une technologie en particulier, on reste très agnostique de notre côté, mais on va pouvoir venir se plugger sur toutes ces solutions ici, que ce soit des intégrations au niveau du data catalogue, après il y aura forcément de l'ETL ou de l'ELT, ça dépend des stacks. Mais le plus important, ça va être cette couche-là, la partie d'entrepôt de données sur lequel ThoughtSpot va venir se plugger. On va créer une connexion afin d'indexer la data. À savoir aussi que récemment, cet été, ThoughtSpot a fait l'acquisition de Mode Analytics. Et peut-être pour toucher rapidement un mot, si ThoughtSpot était vraiment orienté métier, Mode Analytics est vraiment l'opposé, est vraiment orienté pour le data analyst. Et l'idée, ça va être de créer une intégration où on pourrait faire des analyses beaucoup plus poussées d'un point de vue data analyst au sein de Mode et de les épingler au sein de ThoughtSpot afin de ramener cette facilité d'utilisation pour le métier derrière. Ça, c'est la feuille de route moyen à long terme entre les deux solutions. Et comme évoqué tout à l'heure, deux façons d'utiliser ou d'exploiter ThoughtSpot, soit en interne, soit en embarqué au sein d'une application ou d'un portail web. Et Étienne, je vais te passer la main pour la démonstration. Merci Maxime. Donc du coup, pour revenir sur ce que disait Maxime, moi je vais plus vous présenter la partie portail web pour cette démo. Ce sera le fonctionnement le plus simple à comprendre et c'est déjà un très bon tour de l'outil. Donc je vais juste partager mon écran. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que Julia, tu peux me dire si on voit bien mon écran? Oui, on le voit bien. Je te le Ok. confirme. Ça marche. Bon, du coup, je vais commencer par faire cette présentation technique un peu de ThoughtSpot. Le use case qu'on a choisi, du coup, comme l'a dit Maxime, c'est le marché parisien de location sur le site Airbnb. Donc, vous voyez dans les KPI, là, les données qu'on a, ce sera plus du 2019. Pourquoi 2019? En fait, pour des raisons de RGPD, Airbnb nous a restreint sur certaines catégories et certaines colonnes que moi j'utilise dans mon liveboard, typiquement les codes postaux ou les informations géographiques qui n'apparaissent plus. C'était des analyses que je trouvais intéressantes et qui sont assez graphiques, donc j'ai préféré downgrade sur une version un peu plus vieille. Ça ne changera absolument rien aux questions que je vais poser et à la présentation. C'est juste pour information que vous ne posiez pas la question. C'est pour cette raison-là qu'on a choisi ce jeu de données-là. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, quand vous allez vous connecter à ThoughtSpot, vous allez arriver sur cette page-là, la Home, donc votre menu principal. Et tout de suite, ce qu'on voit, c'est que cette interface-là, elle ressemble bien plus à un réseau social qui a vraiment une interface de BI. Donc, vous avez une interface sur laquelle vous pouvez poser des questions à l'IA. Donc, ça, je vais y revenir à la fin. Vous avez les liveboards trending. Donc, les liveboards, c'est là où vous allez centraliser toutes vos visualisations de données. Vous avez des KPI que vous voulez surveiller. Donc, là, vous voyez que nous, on travaille sur les locations Airbnb, donc les choses qu'on va surveiller, c'est par exemple le prix moyen, le nombre d'hôtes, le prix journalier, la durée des séjours. Et vous avez les différentes visualisations qui sont présentes, les différentes questions qui ont été posées et les différents liveboards qui existent. Donc, sans trop vous faire attendre, on va rentrer directement dans le liveboard. Le liveboard Airbnb Paris. Donc, alors, pour contexte, avant d'aller plus loin, comme l'a évoqué Maxime, en fait, il n'y a aucune donnée qui est stockée en soi sur ThoughtSpot. Tout ce que fait ThoughtSpot, c'est de l'indexation depuis votre entrepôt de données sous-jacent. Donc, si on va juste voir rapidement, et je reviens rapidement sur le liveboard après, en fait, moi, ce que j'utilise pour me connecter, donc là, quand vous allez dans les sources de données, donc data, vous pouvez créer des connexions. Donc moi, par exemple, j'en ai créé une qui s'appelle Snowflake Airbnb, pardon. Et en fait, vous avez accès à des connecteurs qui sont déjà, vous avez les 5 data warehouses les plus utilisés qui sont là, mais vous avez toutes sortes de connexions utiles. Vous avez des outils un peu plus exotiques comme Dremio ou Presto, mais vous avez, voilà, selon votre stack, vous pouvez un peu intégrer ThoughtSpot à l'envie. Donc je vais revenir sur le liveboard. Donc mon liveboard, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc moi j'ai choisi un peu de présenter cette offre finalement de locative Airbnb via 4 onglets en fait. Donc mon liveboard va prendre l'apparence en fait d'un petit site web sur lequel il y aura 4 petits onglets sur lesquels je peux naviguer à l'envie.
Donc vous aurez la vue globale que je viens de vous montrer, la répartition de l'offre, c'est-à-dire la répartition, le type de logement, les prix moyens, l'offre par quartier, un focus plus d'un point de vue pécunier sur le prix des locations et sur l'évolution de ce prix-là. Et enfin, un dernier focus sur le profil des hôtes, un peu qui sont ces hôtes, lequel a le plus de locations, quel est leur score moyen, dans quel quartier les hôtes sont les plus sympathiques. Enfin, ce genre d'analyse qui peut être intéressant. Donc là, vous voyez que moi, ce que j'ai défini tout en haut, il y a un filtrage. Donc moi, je l'ai juste mis sur les quartiers, mais ça permet de faire des petits, juste un filtrage global à l'échelle du dashboard. Je ne vais pas le faire tout de suite. Mais là, en fait, l'idée d'un liveboard dans SoSpot, c'est servir de point de départ à l'analyse, parce qu'en fait, comme l'a évoqué Maxime, et la volonté principale de SoSpot, c'est de rendre l'outil le plus friendly et le plus facile à utiliser, rendre la BI vraiment accessible à un utilisateur. Donc en fait, une fois que vous avez accès à un liveboard que quelqu'un aura conçu ou qui vous a été fourni, en fait, vous pouvez très bien décider de partir de ce liveboard-là et de faire vos propres analyses. Donc moi, avant, si Maxime, tu as une remarque, je vais peut-être aller entamer peut-être cette exploration de mon liveboard. Ouais, non, mais comme tu l'as évoqué, je pense qu'un un des points très importants ici qu'il faut retenir, c'est que ce liveboard-là, ces différents onglets, qui sera typiquement préparé par un administrateur ou quelqu'un de l'équipe data, va vraiment servir de point de départ pour le métier. Et chaque visualisation, chaque interaction qui va découler de ce qu'on va voir là, ce contenu n'est pas pré-créé. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, que entre guillemets, le seul travail que Étienne aura fourni à des métiers qui aimeraient creuser la data ici, ça sera ce point de départ. Tout ce qui en découle après, c'est ThoughtSpot qui va générer des requêtes SQL à la volée et qui va générer des visualisations à la volée. Et peut-être un petit commentaire aussi, on l'a pas ici parce qu'on n'a pas fait, mais on aura aussi l'option d'avoir un petit onglet vérifié, un peu comme sur les réseaux sociaux. Et tout simplement, ce que ça va vouloir dire, c'est que un administrateur, donc typiquement quelqu'un qui fait partie de l'équipe data, quelqu'un qui en a confiance, aura vérifié ce contenu et aura approuvé les différents indicateurs clés qu'on pourra voir ou apercevoir sur les liveboards. Donc moi, en tant que métier, je peux avoir confiance aux chiffres que j'ai en face de moi. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important de mentionner. Voilà. Donc effectivement, il y a toute cette partie vérification qui peut être intéressante. Donc nous, c'est un tout petit projet, donc on s'est pas forcément embêté à le faire, mais effectivement, ça peut être intéressant. Donc là, mettons que moi, je suis un data analyst, j'ai envie de savoir un peu, je vois là, il y a une répartition, il y a une vise, elle me plaît pas trop, parce que mon développeur, justement, il a fait un espèce de line chart, c'est pas forcément judicieux, donc moi, j'ai envie un peu d'explorer différemment cette vise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qu'il y a dedans, et je vais aller peut-être même la modifier, en fait. Ce sera même carrément plus parlant pour vous. Donc là, on va arriver sur l'interface directement de modification. Et une fonctionnalité que je vais vous montrer en fait directement, c'est en fait le fait que, comme l'a évoqué Maxime, c'est un point de départ ces vises-là. Et donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que je récupère les différents types de propriétés qui sont les plus présentes sur le site Airbnb. On voit qu'il y a énormément d'appartements, mais je me dis, ok, il y a beaucoup d'appartements, mais où sont ces appartements? Et là, ce que je peux faire, c'est ce qu'on appelle un drill down. Donc contrairement à des outils comme Power BI ou Tableau, j'ai pas à concevoir mon chemin de drill down au préalable. En fait, ce sera fait directement ici. Je peux le faire en fait à la volée. Donc là, par exemple, je dis je veux savoir un peu par quartier, c'est quoi les appartements qu'il y a. Et là, en fait, voilà, du coup, donc là, j'ai une nouvelle vise qui va directement filtrer sur les appartements et qui va permettre de savoir un peu où sont situés ces différents appartements-là. Donc encore une fois, c'est dynamique. Et si vous voulez un peu vérifier ce qui se passe en back, vous pouvez toujours regarder un peu au niveau de la requête. Vous avez toujours la visualisateur de requête qui est présent et surtout la requête SQL qui est juste là. Mais peut-être le mieux pour comprendre ça, au lieu d'explorer peut-être cette vis qui était déjà présente, c'est que je vais vous en faire on va en faire une ensemble, on va en faire une très rapidement. Donc, je vais aller dans l'onglet Search Data, qui est là, qui est mis en valeur ici, mais qui sera un peu votre point de départ pour chercher la donnée, explorer les données. Et là, on arrive dans une interface où vous avez une barre de recherche et vous avez toutes les mesures et toutes les choses qui sont mises en valeur ici. Donc là, il y en a certaines que j'ai mis en favori, donc des mesures et des dimensions et des attributs, pardon. Et
vous avez la possibilité du coup de directement voir si jamais si un travail qui a été fait, par exemple, si vous d'avoir un peu des informations sur les différentes colonnes qui existent dans le jeu de données. Par exemple, là, si on regarde sur le prix, vous allez avoir plusieurs informations qui vont apparaître. Donc déjà, vous savez si c'est une mesure ou si c'est une dimension. Pardon, je reviens dessus. Vous avez une description qui va être faite par l'administrateur du liveboard ou l'administrateur de la donnée qui arrive juste avant. Et vous avez des synonymes. Donc les synonymes, par contre, ceux-là, ils ont été générés par l'IA de SoSpot pour un peu dire, si jamais dans ma recherche, à la place de demander du prix, je demande un cost ou une expense, c'est price qui va remonter. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi personnalisées pour un peu fit par rapport à vos demandes. Et là, vous voyez, quand vous prenez directement en fait ce champ, justement, cette colonne, en fait, vous avez les différentes visualisations qu'on peut utiliser social où vous avez en fait un historique pour servir de Alors, point de Étienne, départ on en t'a fait de. perdu. Donc, peut-être si tu peux juste revenir sur le point que tu as évoqué. Oui, On allô, a vous m'avez perdu la perdu. connexion. L'espace d'un instant. Pardon. Est-ce que vous Non, voyez non, toujours mais mon écran? on voit toujours ton écran, mais c'est juste toi. On t'a un petit peu perdu. Donc, si tu peux revenir Ok, dessus. Et j'en bien sûr. profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. On les Ouais, bien prendra sûr. au fil de l'eau. Donc, comme je disais, du coup, il y a cette histoire de synonyme qui est ce fonctionnalité synonyme qui est assez intéressante pour juste qui va permettre à l'IA de lever l'ambiguïté de certains termes et de proposer des réponses qui vont être homogènes. Et vous avez un historique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller voir directement. On va aller voir cette requête-là, par exemple, cet answer-là. Voilà, si. Donc en fait là ce que ça m'a proposé, ça m'a ramené directement sur la visualisation qui est dans mon liveboard. Si tu veux bien changer, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave, je vais revenir sur juste après. Donc on va construire rapidement une visualisation ensemble. Donc en fait, comment ça marche, c'est que vous pouvez poser des mots-clés. Au lieu de faire une requête SQL, en fait, vous pouvez juste le poser en langage un peu plus naturel, en mettant des mots-clés pour créer une vis. Donc là, par exemple, je me demande c'est quoi le top 5, des, je sais pas, des quartiers avec l'average price. Voilà. Et donc là, voilà, ce que ça m'a renvoyé, c'est le top 5, donc les quartiers qui sont les plus chers avec leur prix moyen. Donc là, vous avez une première vis qui vous est apparue. Elle peut vous plaire, elle peut pas vous plaire. Du coup, vous avez toujours la possibilité de la modifier. Important, vous avez toujours le format tabulaire qui va apparaître derrière, en fait, donc qui va être en fait, le résultat de l'exécution de la requête SQL. Pour rappel, votre requête SQL, vous l'avez du coup juste ici. C'est ça qui va être exécuté contre mon Snowflake, en fait, pour récupérer les données. Et là, si vous avez la partie en fait qui va être un peu intéressante, c'est que quand vous allez quand vous allez essayer de designer votre vise, SoSpot va proposer toutes sortes de visualisations qui sont pertinentes selon ce que vous proposez. Donc là, vous voyez, j'ai une mesure et un attribut. Et du coup, là, il va me proposer, il va me donner accès à toutes ces charts-là. Donc, par exemple, je peux prendre une colonne, je peux prendre un stacked Alors, chart. Étienne, Oui. Maxime a une question pour toi. Oui, et Maxime, du coup, est-ce que Maxime, je sais que tu as une remarque par rapport à ces charts. Alors oui, j'ai une remarque par rapport aux charts, mais d'abord, je voulais brièvement mentionner la partie des tokens qu'on voit, enfin les trois que tu as mentionnés, la top 5, quartier, average. Donc on comprend, enfin les différentes couleurs vont mentionner, vont distinguer les mesures des attributs, etc. Donc si quartier et prix vient bien des colonnes, qu'on aura indexé à ThoughtSpot, on a aussi un peu plus de 150 mots-clés, on va dire, inhérents à ThoughtSpot, donc typiquement le top 5 ou le average pour la moyenne, qui nous permet de peaufiner nos différentes recherches. Donc ça, c'est, par exemple, le prix moyen, c'est un bon exemple. Plutôt que de créer une formule pour faire la moyenne, on pourra tout simplement utiliser ce mot-clé de moyenne qui fera le calcul pour nous. Et par rapport à la librairie de visualisation disponible, en effet, aujourd'hui, il y a ce que vous voyez là en face de vous qui est disponible au sein de ThoughtSpot, à savoir que dès janvier, on aura aussi la possibilité de faire du BYOC, donc Bring Your Own Chart, avec des librairies de charts que vous jugez pertinentes, typiquement, je sais pas, peut-être une jauge, par exemple, que vous voulez ramener, ou d'autres formats de charts qui ne sont pas disponibles dans la librairie standard. Attends.
Ok, du coup, merci Maxime. Effectivement, du coup, vous avez pas mal de charts qui sont ajoutés. Par exemple, la chart radar qu'il n'y avait pas il y a quelques semaines, qui est arrivée récemment. Donc voilà, mettons que moi, j'ai récupéré cette requête qui est relativement simple, cette première vise, et je me dis, bah, c'est une analyse qui est intéressante. Donc là, ce que vous voyez aussi également, c'est qu'il y a la possibilité de le pin. Donc c'est pour ça que c'est un liveboard. C'est en fait, vous allez épingler des éléments, vous allez ramener, dire, bah, cet axe d'analyse-là, je le trouve intéressant, je le trouve pertinent. Et là, je me dis, bah, moi, je pense qu'il irait bien sur ma page des prix de location. Je vais voir si je vais le pin. Et maintenant, si je vais voir dans mon liveboard, je vais la voir en bas. Elle va être directement, du coup, dans le prix des locations. Et elle va apparaître en bas, normalement. Voilà, elle est là. Elle est juste ici. Donc en fait, c'est le fonctionnement en fait de ce que je viens de vous expliquer, c'est le fonctionnement pour créer à la volée en fait les différents liveboards. C'est que vous allez poser des questions. C'est une démarche qui est assez organique en fait. Vous pouvez chercher la donnée comme ça, créer une visualisation, la customiser un peu, et après l'intégrer directement dans votre liveboard. À noter que en fait, vous pouvez aussi tout simplement, vous pouvez changer après les axes, vous pouvez rajouter des lignes que vous jugez intéressantes, vous pouvez rajouter des évolutions. Euh, une chose qui est intéressante à noter peut-être, c'est ce type de visualisation-là. Donc je vais aller sur la vue globale pour vous les mettre en valeur. C'est les KPI. Donc les KPI, en fait, quand vous regardez, quand je fais une requête à SoSpot où je lui demande l'évolution mensuelle d'un certain indicateur, donc par exemple le nombre d'hôtes, il va pouvoir me proposer cette visualisation-là qui va me faire en fait l'évolution, il va directement agréger en fait par la dimension temporelle et qui va me proposer l'évolution en fait de cette valeur-là. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il va essayer de me proposer du coup il va me proposer l'évolution. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est utiliser directement l'IA pour comprendre en fait le changement sous-jacent en fait de la donnée. Pourquoi là j'ai moins 17%, enfin moins 0,17% sur cette donnée-là. Donc ce qu'on va faire, c'est le range change analysis. Donc on va faire une analyse du changement. Donc si je la fais et que je tente de l'exécuter, il va me proposer des axes d'analyse qui sont plus ou moins pertinents. Alors Maxime, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais effectivement, le principe du coup, c'est de ShotSpot, c'est d'utiliser en fait l'IA pour vos business. Mais évidemment, une IA, c'est pas parfaite, ça reste un outil où en fait vous devez collaborer avec l'IA pour justement l'entraîner, lui dire si les choses sont pertinentes ou pas. Et c'est une statistique que Maxime avait évoquée, mais qu'effectivement, si vous entraînez pas l'IA, elle sera beaucoup moins performante qu'avec une collaboration complète. En fait, si vous collaborez, vous aurez vraiment une pertinence de l'ordre de 95%, alors que c'est 60% sans en fait. C'est ça. Donc typiquement, par exemple, les colonnes que ThoughtSpot aura sélectionnées, ça va être les colonnes par rapport à l'usage historique. Donc, quelles colonnes est-ce qui ont été le plus utilisées durant les recherches, etc. Et en ressortir les facteurs qui sont, disons, statistiquement assez significatifs pour promouvoir cette hausse ou, dans le cas présent, une baisse entre le novembre et décembre. Après, là en dessous, vous voyez, vous pouvez customiser les attributs, donc vous pouvez en rajouter ou en enlever par rapport à par rapport à l'analyse que vous souhaitez faire. Et aussi, si tu fais une analyse spot IQ sur tout le KPI afin qu'il nous crée un liveboard, là on pourra donner encore plus de feedback au modèle, mais je te laisse continuer par rapport à ça. Ouais, donc du coup, effectivement, je vais revenir juste à ça, mais il y a Spot IQ, donc une des tables que je n'ai pas encore évoquées, c'est Spot IQ, c'est ce outil qui permet de faire des analyses macro ou micro de vos différentes données. Donc là, mettons que j'ai envie de savoir un peu globalement comment ça marche, cette évolution du nombre d'hôtes. Je peux run une Spot IQ analysis. Voilà, donc je vais tout prendre, je ne vais pas forcément embêter. Et là, en fait, ce que va faire le mode de LLM sous-jacent, c'est qu'il va faire l'analyse, il va proposer une analyse de ce KPI, du nombre d'hôtes. Là, vous voyez, il y aura une petite progression. Ça va m'envoyer après un petit mail parce que je suis rattaché directement à ça. Et là, alors, en fait, ce que va faire ce SpotIQ, c'est vous proposer toutes sortes de vises qui sont plus ou moins pertinentes. Alors, selon la qualité de vos données, la qualité de vos modèles, la qualité de vos questions, ça va être plus ou moins propre. Et toujours, alors, je l'évoquais juste avant, mais du coup, l'IA reste un outil qu'il faut entraîner. Vous avez toujours en fait le feedback qui arrivera. Donc, is this insight useful? Est-ce que cette insight est intéressante pour vous? Est-ce qu'elle est utile? Donc, oui, est-ce qu'elle est intéressante? Celle-là, typiquement, honnêtement, est-ce que ça m'intéresse de savoir que quelqu'un qui s'appelle Marie a 200 appartements? Je suis pas sûr. Et je pourrais dire, par exemple, celle-là m'intéresse pas. Et je peux lui donner du feedback pour lui dire, par exemple, je vais dire que celle-là, ça ne m'intéresse pas d'une certaine manière. En fait, ça va corriger aussi la manière dont l'IA va comprendre les questions. Ça, je vais vous le remontrer juste après.
Ouais, et ce qui veut dire que les prochaines fois qu'on fera ce type d'analyse, les visualisations qu'on vient de voir là, donc ces types de réponses, donc pour utiliser du vocabulaire SoftSpot, une visualisation, c'est une réponse. Donc ce genre de réponse ne sera plus ou moins mise en avant durant les analyses. À savoir que là, Étienne a choisi 3 différents types d'analyses lors de sa sélection Spot IQ. Alors, on va avoir aussi, à partir de 2024, ce qui sera une analyse avec des what if, des systèmes de forecasting, enfin des modèles de forecasting, où on va venir avoir une intégration avec DataRobot pour donner différents modèles aussi par rapport à ça. Voilà. Effectivement, comme l'a dit Maxime, du coup, ça reste une réponse. Donc, ça, en fait, cette réponse-là, je peux tout à fait décider de l'intégrer aussi dans mon liveboard, en fait. Voilà, donc je peux récupérer et dire, par exemple, ça, c'est la répartition de l'offre, et hop, je l'intègre. Alors, autre point, peut-être une partie qui peut être intéressante pour certains use cases. Je vais revenir dans mon liveboard. On va parler des KPI. Je vais revenir sur les KPI. Donc, je vous ai dit que j'ai créé des KPI directement en demandant, en faisant une réponse, du coup, une answer qui parlait de l'évolution mensuelle d'une certaine dimension. Et en fait, j'ai la possibilité de mettre des alertes sur ces KPI-là. Mettons par exemple que moi, je suis une agence de voyage et je veux savoir à peu près quand mes prix moyens augmentent ou quand ils diminuent. Ce que je peux faire, c'est créer une alerte. Donc ça, c'est une feature qui est disponible directement sur les visualisations de type KPI. Je crée une alerte. Donc que ce soit une alerte, comment dire, une alerte planifiée ou une alerte en termes vraiment de threshold. Donc par exemple, me dire si j'ai un change de l'ordre de 20% dans les valeurs, que ce soit positif ou négatif, j'aurai un prix et qui va me remonter à mes différents subscribers. Donc ça va me remonter à moi, ça va me remonter aux gens que je vais set. Bon là, effectivement, je suis le seul sur ce liveboard, donc c'est un peu triste, mais ça va revenir qu'à moi. Je peux rajouter un message custom et il y a directement les KPI de la query qui vont remonter. Voilà, donc cette alerte-là, elle va être disponible dans le monitoring. Dans les monitors, elle est là. Et je peux aussi également choisir de moi, dans la partie home, d'intégrer les KPI ici, pour qu'ils soient toujours visibles, pour que quand une personne arrive, elle n'a pas forcément le temps de tout explorer, de juste voir grosse maille l'évolution de mes différents KPI. À noter aussi qu'il y a une app SoSpot qui existe sur laquelle vous pouvez présenter Liveboard. Les notifications arriveront directement sur l'app aussi également. Donc ça permet d'avoir une interactivité, ça permet d'être un peu plus dynamique aussi. Donc c'est une feature qui reste aussi intéressante. Maxime, si Ouais, tu as une remarque par rapport à ça. oui, juste une petite remarque. Donc, effectivement, on a une application ThoughtSpot disponible pour Android et iOS où on essaye de ramener cette expérience qu'on a aujourd'hui sur le PC, sur un navigateur, vraiment sur la partie mobile. Et effectivement, si une de ces alertes KPI est déclenchée, on aura une notification, mais non seulement on aura une notification, mais aussi des insights générés par l'IA de Spot qui vont essayer d'expliquer cette hausse, encore une fois cette baisse, très rapidement par rapport aux colonnes disponibles ou colonnes qui constituent ce KPI. Et alors peut-être juste avant de passer à la partie, avant de poser des questions à l'IA, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité que je trouve intéressante. C'est la partie. Alors, je vous ai montré qu'en fait, on peut faire une change analysis directement en sélectionnant au niveau de la date là. En fait, vous pouvez aussi le faire au niveau de la courbe. C'est-à-dire, par exemple, je me dis, mais là, j'ai une forte baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, en faisant clic gauche et clic gauche, vous allez définir 2 points. Et vous allez définir la change analysis sur cette période temporelle là. Et en fait, du coup, l'analyse du changement va se faire. Donc là, c'est moins 30%, on va faire sur cette période-là. Et donc là, en fait, on retrouve la même chose que ce que Maxime vous a écouté tout à l'heure, c'est que vous pouvez choisir un peu customiser et tout, et customiser les choses qui sont plus ou moins intéressantes, les attributs qui sont plus ou moins intéressants. Et là, du coup, on peut voir par exemple que, en fait, dans le nombre d'offres disponibles, c'est surtout lié aux quartiers comme Montmartre qui ont perdu pas mal d'offres disponibles. Donc ça permet de faire des premières visualisations qui peuvent être intéressantes. Mais du coup, sauf si vous avez des remarques, je vais passer sur la partie qui est peut-être que je Il y a une trouve. petite question, Étienne, Ouais. Oui. de Claire qui nous demande, est-ce que les utilisateurs peuvent voir le détail des données sans modifier le graphique? Par exemple, voir la liste de tous les appartements avec leurs propriétaires, leurs prix, etc. Est-ce que tu as besoin que je la répète ou ça va? Non, non, bien sûr. Bah, alors, Claire, du coup, on peut effectivement le faire. En fait, du coup, je pense que ce que vous demandez, c'est d'arriver sur une vue, d'explorer un peu, de savoir c'est quoi la donnée sous-jacente sur une requête. Donc ça, on peut le faire aussi. Alors, par exemple, on va prendre lequel, je pense que c'était bien celui-là, le prix moyen off de quartier. On va l'explorer. On va l'explorer. Hop. Et donc là,
soit je peux juste regarder comme ça un peu, la voir grosse maille pour comprendre un peu. Là, SourcePod me proposer des suggestions pour ajouter des filtres et des choses comme ça. Ce que je peux faire également, c'est juste me faire rapidement, voilà, voir la donnée sous-jacente en fait. Il y a une fonctionnalité directement qui vous permet de faire ça, donc Show Underlying Data, qui vous permettre de voir un peu, de comprendre un peu la donnée, voilà, tout simplement. Après, si vous voulez explorer encore plus, vous pouvez juste carrément faire vous en faire une copie et continuer à l'explorer directement de là en fait, si vous voulez ne pas impacter le liveboard. Voilà. Ouais, à savoir que aussi, là exactement sur cette partie de Search Data, comme le monte Étienne, on a aussi le format tabulaire qui est disponible. Mm, mm, mm. Format tabulaire où on va aussi pouvoir venir faire du drill down. Donc, Ouais. encore une fois, tout ce que vous voyez, tout ce qui constitue une réponse, ce format, c'est une réponse. On peut faire du drill down, que ce soit sur les liveboards, sur tout ce qui est cartographie, sur tout ce qui est format tabulaire, sur tout ce qui est graphique, évidemment, comme on l'a montré tout à l'heure. Mais c'est vraiment cette notion de drill down est disponible sur toutes les différentes interfaces. Voilà. Donc du coup, on va juste passer peut-être à la partie que moi je trouve intéressante, c'est la partie poser des questions. Donc pour vous montrer comment ça marche, en fait, là vous avez une barre des recherches en fait qui ressemble à un outil comme Google, Bing, n'importe lequel, et vous allez y connecter une data source. Donc moi, la data source que j'utilise en l'occurrence, c'est mon jeu de données Airbnb qui est basé sur mon Snowflake. Et là, en fait, je vais poser des questions à SourcePod. Donc là, par exemple, on va prendre celle-là, par exemple, que j'avais fait juste avant de commencer le call. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va faire plusieurs choses. Donc là, je vais poser la question directement, quel quartier a le plus de locations? Donc, quel quartier a le plus de locations? Il y a déjà un énorme travail, c'est que moi, mon jeu de données, vous avez remarqué, il est en anglais. Et là, déjà, l'IA a récupéré ma question et l'a traduite en anglais. Donc déjà, il y a ce travail-là qui a été fait au préalable. Ensuite, il en a extrait, du coup, de ma question, il a extrait le formalisme en token qu'on avait écouté tout à l'heure. Donc, quel quartier a le plus de locations? Il a traduit que ce que j'avais besoin, en fait, en vérité, c'est le top 1 par compte du nombre de locations. Et le quartier, il a traduit ça en neighborhood. Et notamment, il y a une chose que nous, on avait fait au préalable, mais c'est que pour lever les ambiguïtés, location, par exemple, vous traduisez, c'est un faux ami en anglais, parce que location en français et location en anglais, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, effectivement, il a bien réussi à pallier ce problème, et du coup, on a bien juste le quartier qui a le plus de locations dans Paris, en fait, voilà. Donc là, cette réponse-là, elle me plaît pas. Je pense pour que ce soit plus intéressant, je vais vous montrer ce qui se passe quand la réponse me plaît pas. Donc là, la réponse me plaît pas, j'ai mis un petit pouce rouge et je vais changer. Et donc là, en fait, on retourne sur le formalisme avec les tokens. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, moi, je me dis, mais quel quartier a le plus de locations? Quel quartier c'était peut-être. En fait, moi, je me suis mal exprimé, je voulais peut-être les trois, quoi, ou j'ai peut-être fait une erreur. Et du coup, là, en fait, je peux juste modifier et proposer la nouvelle réponse. Et quand je vais reposer la question, voilà. Quand je vais la submit, en fait, quand je veux reposer la question, tac, tac. Maintenant, l'IA va me proposer directement ce type de vise. Donc là, on est d'accord que quel est le type de location, c'est pas forcément pertinent de mettre un top 3. Mais donc là, je vais le refixe, je vais remettre un top 1 parce qu'évidemment, je veux un seul quartier. Mais vous comprenez l'idée, c'est que l'idée, c'est de corriger un peu l'IA quand elle va proposer quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Ça reste toujours un point de départ, en fait, ce que l'IA va vous proposer. Ouais. Et par rapport à ça, juste pour clarifier, peut-être ce que je disais durant ma présentation tout au début, l'intégration qu'on a aujourd'hui avec ces modèles LLM, c'est vraiment pour traduire la phrase que Étienne vient de taper dans la barre de recherche en notre technologie de mots-clés. Donc c'est pour ça qu'on va toujours afficher les mots-clés pour faire comprendre à l'utilisateur. Bon, toi, tu m'as posé cette question. Ce que j'ai compris, c'est ça, et on va dire, je l'ai éclaté en plusieurs tokens que voici. Est-ce que ça fait du sens? Oui, non. Si oui, on est bon, on sait que SourcePod aura fait du bon travail. Et si on n'est pas content de la réponse, comme Étienne vient de le faire, on va pouvoir venir corriger la réponse. Et ce qui voudra dire que la prochaine fois que quelqu'un posera cette même question, la réponse sera ajustée. Donc je vais être clair, hein, c'est pas de la magie. On n'a pas simplement, on va dire, plugué OpenAI ou des LLM sur des jeux de données. Non, on a vraiment toujours de technologies qu'on a développées depuis une dizaine d'années maintenant, qui restent entre ces modèles LLM et la réponse qu'on va vous fournir.
Et comme l'a brièvement indiqué Étienne, aujourd'hui, ça dépend des modèles, ça dépend des études. Un LLM sans interaction humaine, ça reste entre 50 et 70% niveau précision dans leur réponse. Aujourd'hui, nous, je l'appelle notre meilleur élève, un de nos clients a obtenu en entrée dans le modèle une précision de 95%. Donc on n'est pas à 100% encore, c'est pas de la magie, mais il y a ce travail en effet d'apprentissage du modèle qui doit être fait de la part des utilisateurs afin d'augmenter la pertinence de la réponse. Mais ça, on est vraiment sur cette partie que nous on appelle Sage, que vous voyez là sur la barre bleue, qui repose sur des technologies de Search Data. Donc, il faut bien faire la différence. Search Data, c'est une partie token, mots-clés, et Sage reprend un modèle et va le traduire en ces mots-clés. Bah, tout à fait. Et du coup, la question peut-être qu'on peut se poser, Maxime, c'est est-ce que du coup ce type de Sage, ça peut être un outil qui est un peu qui peut être un peu compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui est en prod chez tes clients à vous? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a entre 150 200 clients en production qui utilisent Sage de façon régulière. Donc ça représente entre 15 et 20% de notre portefeuille des clients mondial aujourd'hui. Ok, bah du coup voilà. Peut-être juste pour vous montrer que ça marche, pour vous prouver un peu que ça fonctionne, juste poser une question. Moi, une question que j'aime bien, parce que du coup, en fait, dans mon jeu de données, vous avez remarqué qu'il y a des quartiers qui apparaissent, typiquement le Louvre, Montmartre, ce genre de choses. Et moi, je suis un touriste cette fois-ci, et je me dis, c'est quoi le prix moyen d'une nuit près du Louvre? Ah bah, je l'ai déjà fait. Celle-là, je suis sûr qu'elle va fonctionner. Mais du coup, après, en fait, ce que va faire l'IA, c'est qu'il va effectivement, il avait bien capté que ce truc, cette chose-là, c'est bien un prix moyen, c'est bien un average price. Le neighborhood clean, c'est bien le Louvre. Et maintenant, mettons que ce prix moyen, c'est intéressant, mais là, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le prix moyen global. Ce que je veux, c'est l'évolution mensuelle, ce prix moyen. Et là, c'est le drame. Et non, ça marche directement, vous voyez. Ça veut directement le KPI que je vous propose tout à l'heure. Donc là, ça peut être une manière de faire un KPI, en fait. C'est que quand vous proposez, moi, en fait, les KPI que je vous ai montré en liveboard dans les coulisses, c'est comme ça que j'ai posé la question. C'est que moi, j'ai juste demandé l'évolution mensuelle dans certaines métriques et ça m'a ramené directement le KPI tel quel, en fait. Et après, je l'ai épinglé. Donc, vous voyez toujours la donnée sous-jacente, ça a bien agrégé par mois et ça vous a récupéré les différentes données. Donc voilà. Donc je sais pas, Maxime, est-ce que tu Ouais, as des si, points? un dernier commentaire peut-être, parce que je sais que cette partie-là n'est pas disponible sur le tenant qu'on voit aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en bêta, qui va sortir très prochainement. Mais on a toute une partie de gouvernance associée à la partie Sage où un administrateur aura accès à ce que nous, on appelle Sage Coach. Donc, ça va être une interface où on aura une vue 360 sur tous les feedbacks qui ont été donnés de par les métiers, de par des créateurs, etc., à Sage, afin de soit les approuver, soit les modifier, ou soit les effacer, ou alors tout simplement les rendre globales. Les rendre globales, ça voudra dire que tout le monde au sein de ce cluster, de ce tenant hotspot, aura accès au même feedback. Donc, si Étienne apporte une modification à une question en particulier, on pourra rendre ce feedback global. Donc, tout le monde aura la même expérience avec Sage au sein de la société, ou du moins au sein du groupe auquel il est associé quand on parle de gouvernance. Donc voilà, pour la présentation, du coup, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On a fait un tour un peu global. Peut-être une chose que je trouve intéressante aussi sur SoSpot et pour un peu aussi vous montrer à quoi sert en fait la partie IA dans SoSpot. Donc vous voyez là, il fait des vises où ça m'a fait directement des fonds de cartes. Comment ça marche en fait en vérité, c'est que mon modèle de données qui est utilisé, donc là si on va voir du coup ma worksheet qui est là, si vous allez voir au niveau du coup des zip codes que j'utilise en fait, moi j'ai précisé que directement ce type d'objet c'est un zip code. Donc j'ai juste précisé à l'IA que ce que je veux dans ce type de cas-là c'est un zip code. Et en fait ce que fait SoSpot quand je lui pose une question en rapport avec les zip codes, c'est qu'il va dire il va essayer de
réfléchir en disant ok, c'est un zip code, potentiellement c'est une donnée géographique, donc potentiellement ce sera plus intéressant et pertinent de la mettre en tant que fond de carte en fait. Donc ça peut être une piste assez intéressante pour juste faire des visualisations fond de carte sans passer par des choses plus complexes, sans passer par du leaflet, ce genre de choses. Et ça me permet aussi de vous montrer directement peut-être la partie administration des données, la partie qu'on voit un peu derrière. Et en fait, cette partie synonyme, du coup, comme j'évoquais tout à l'heure, à partir des tokens et à partir des différents champs, quand je créais la Data, rappelez-vous, en fait, vous avez les différents synonymes qui ont été proposés par l'IA. Donc ça, tout ça, là, vous voyez, c'est en italique. Ça veut dire qu'en fait, ça a bien été proposé par l'IA de SourcePod, en fait, et c'est pas moi du tout moi qui les ai mis. En fait, ça va permettre de lever l'ambiguïté quand quelqu'un va poser une question. Donc là, si quelqu'un pose la question avec country, mais qu'à la place, il mettait nation ou realm, en fait, ça aurait été la même colonne qui aurait été utilisée dans la vise. Donc voilà. Donc il y a aussi ce petit travail-là qui peut être intéressant de un peu customiser le jeu de données en back, en fait, pour être sûr que vous avez bien les réponses appropriées. Et aussi, juste un petit truc intéressant, c'est qu'en fait, ce jeu de données-là, en vérité, c'est 3 tables. Et en fait, quand vous créez un jeu de données sur SourcePod, vous avez la possibilité du coup de faire ces jointures-là. Donc moi, c'est des jointures des one-one et des minute-one, donc c'est pas très compliqué. En fait, vous pouvez créer un petit modèle de données. C'est ce modèle-là qui va être utilisé dans SourcePod pour poser les différentes questions. Donc voilà. Voilà. Donc, je sais pas si. À, je sais pas si... à savoir que, ouais, juste rapidement, à savoir que ces modèles peuvent être hérités de s'ils sont déjà faits au sein d'un DBT, au sein d'un LookML, une intégration qui va sortir bientôt, ou tout simplement au sein de votre entrepôt de données. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire au sein de ThoughtSpot, on peut aussi hériter bien des sûr, jointures, etc. C'est ça, c'est que moi, au préalable, en fait, Snowflake n'enforce pas forcément les contraintes de clé primaire, clé secondaire. Je ne me suis pas forcément embêté, mais du coup, effectivement, vous pouvez le faire juste en amont. SourcePod va directement récupérer ces structures-là, mais vous pouvez aussi le faire directement sur SourcePod, en fait. Donc voilà, c'est une possibilité qui reste ouverte et que je trouve relativement intéressante. Voilà. Merci, messieurs. Il reste 7 minutes si vous avez des questions. Donc, ne soyez pas timides et posez toutes les questions qui vous traversent l'esprit ou des réactions par rapport à la démonstration qui vient d'être déroulée. Voilà, n'hésitez pas. Bon, on a eu un compliment, c'était clair. Bon, merci Florian. Tant mieux si ça a été clair. Mais voilà, si ça soulève des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on a une question de Xavier. L'outil est 100% dans le cloud. Alors, oui, Xavier, oui, en effet. Alors, aujourd'hui, on est disponible soit sur AWS, soit sur GCP, au choix. Vous pourriez rappeler ce que moi apportera un plus de SourcePod, s'il vous plaît. OK. Donc, l'acquisition a été faite cet été. Donc, par rapport à l'intégration, on est au tout début, mais la philosophie derrière est de se dire que si ThoughtSpot est vraiment orienté métier, facilité d'utilisation, j'ai une question, je veux ma réponse, et la façon dont la réponse va m'être présentée, je n'ai pas besoin d'avoir un graphique, disons, poussé, comme si j'étais un data analyst. Mode est à l'opposé. Mode Analytics est vraiment plus on va dire, dans la philosophie d'un tableau, peut-être d'un Power BI. Et l'idée ici, c'est de dire qu'on va pouvoir, en tant que data analyst, c'est vraiment un outil orienté data analyst, faire des analyses beaucoup plus poussées au sein de Mode. Et l'idée va être d'utiliser les différents datasets qui sont disponibles au sein de Mode, ou si je veux faire du R sur mes notebooks, etc., créer des vises au sein de Mode Analytics, donc des vises, on va dire, avec des analyses plus poussées, et les épingler dans ThoughtSpot afin de tirer profit des fonctionnalités ThoughtSpot, type drill down, etc., etc. Donc ça, c'est la vision moyen-long terme. Je pourrais partager avec vous, Xavier, la première intégration qui va sortir en Q1 l'année passée, où on va pouvoir venir se plugger sur des datasets de Mode. Super, merci pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste 5 minutes. Alors oui, Sylvain nous a posé la question suivante. Il y a forcément la création d'une couche sémantique pour préparer les jeux de données mis à disposition des utilisateurs. Je parle de la liste des dimensions et mesures présentes dans la démo. Comment cela est-il géré par l'IT?
Là, il y a plusieurs façons de faire. Encore une fois, il n'y a pas d'un autre côté, il n'y a pas de bonne ou, enfin, si, il y a des bonnes pratiques, mais l'idée, c'est de se dire que cette couche, ce qu'on voit beaucoup, enfin, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens, enfin, des sociétés des équipes data qui vont préparer cette couche au sein d'un DBT, par exemple. Et l'idée ici, c'est de se dire que tout le travail en amont va être géré au sein de DBT, dans toute couche sémantique, et que nous, on va s'intégrer ou importer ces modèles au sein de ThoughtSpot, et ThoughtSpot, à la volée, va créer ce que nous, on appelle des worksheets, c'est ce que Étienne vous montrait tout à l'heure, par rapport au modèle que vous aurez créé au sein de DBT. Donc, il n'y aura pas besoin de recréer le travail fait en amont. Donc ça, c'est une façon de faire. On peut aussi, comme Étienne, tu l'as fait, peut-être tu veux en toucher un mot, mais tout faire au sein. J'imagine que tu as tout fait au sein de ThoughtSpot pour la démo. Ouais, tout à fait. Donc j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez en place et ça dépend de votre stratégie. Ça dépend si vous faites de l'ETL ou de l'EL et puis du T derrière. Oui. Tout à fait. C'est ça. Moi, du coup, pour contexte, effectivement, l'idée, c'était de faire un petit POC un peu pour tester. Donc moi, je l'ai fait un peu à la volée. Et comme vous avez vu, le jeu de données n'est pas monstrueux non plus, c'est que 3 tables. Donc moi, je pouvais le faire. Mais effectivement, si jamais vous voulez industrialiser le process, c'est évidemment beaucoup plus pertinent de faire une architecture avant plutôt que de la répliquer sur ce spot. Mais vous pouvez en fait, ce spot va directement capter du coup les différentes dépendances entre vos tables. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 3 minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'en profite juste pour vous dire qu'on vous a partagé un lien pour 1, 2, 3, pour tester l'outil pendant 30 jours. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce lien pour pouvoir vous faire votre propre avis de l'outil. Et évidemment, si vous souhaitez être accompagné sur l'implémentation d'un projet SouthSpot ou tout projet data, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Certains d'entre vous nous connaissent bien, d'autres un peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a un quelconque besoin. Je propose que s'il n'y a pas d'autres questions, on clôture le webinaire maintenant avec 2 minutes d'avance. Sauf s'il y a une autre question. On laisse 30 secondes pour la dernière question. S'il y en a une. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres questions qui surgissent, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Donc Maxime, moi-même ou Étienne, aussi bien sur LinkedIn que par mail. Voilà, n'hésitez pas, on reste à votre disposition et je remercie du coup nos hôtes et présentateurs du jour, Étienne et Maxime, pour votre binôme efficace et visiblement la présentation a été claire. Donc voilà, comme Maxime, je vais vous mettre mon adresse mail dans la conversation et vous n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Je vous remercie pour votre participation et en espérant vous retrouver très vite. Et à savoir que je pense que vous allez avoir un mail de suivi très rapidement. Bonne journée à tous et bon appétit. Merci, bonne journée. Bonne Au revoir. journée.